Le gouvernement est toujours dans le marché local en train d'emprunter de l'argent, même pour payer les fonctionnaires. Maintenant, ils sont allés parce qu'on a dit qu'il y a une certaine stabilité. Mais c'est à cause de la décision irrationnelle. Parce que lui, le budget a été fixé alors qu'on était dans une phase, dans une stabilité relative de la monnaie. Notre devise nationale s'est négociée à 28 529 30. La loi ou la mesure à laquelle il a fait allusion, ça fait de manière ponctuelle quand il y a surchauffe. Alors qu'il y avait la stabilité, mais il a recouru, il a ponctionné les réserves de change pour racheter les surplus de masse monétaire. Non, en fait, et cela a créé une sous-liquidité au niveau des banques commerciales et ça a eu un impact négatif parce que le panier des ménagères a encore une fois s'est aménisé. Donc ces décisions-là, il ne faut même pas y faire allusion. C'est une décision, donc il faut qu'il laisse jouer la vérité. Si je le cite, il a dit, par contre, on a fait entrer beaucoup plus d'argent que pendant ce temps-là. Mais ils ont fait entrer beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas payé. Non, ils ont fait entrer beaucoup plus d'argent avec cette mesure-là parce que il y a eu il y a eu augmentation des prix des matières premières. Donc ce n'est pas lié au fait que les dollars soient rabattus à 28 000, mais il y a d'autres circonstances. Bon, on parle des... Comment il dit qu'il y a l'augmentation des matières premières? Il y a eu... Non, les matières premières, c'est négocié à l'extérieur. Oui, mais avec le retour des importations en devises, ça a permis qu'on ait un peu plus d'argent. Bon, ça, c'est le même le gouverneur qui l'avait dit. Mais revenons à ce problème-ci en tant qu'économiste. Là, c'est une mauvaise décision. Il faut d'abord noter... Non, quelle est la mauvaise décision? Vous avez déjà parlé... Même les derniers des Congolais reconnaissent que c'était une décision irrationnelle. Non, mais c'est quand même bien. Il faut laisser jouer la monnaie... Non, les gens qui payaient les loyers de $200 à près de 570 000. Maintenant, ils payent ça à 470. Est-ce que ce n'est pas un avantage financier pour le peuple? Quelqu'un qui avait un loyer de $200 à 570 000. Et quand le dollar devient à 22 ou 23 000, maintenant il paye $200 à 460 000. Et ce n'est pas un avantage pour la population? Ça, vous ne voyez pas ça? Non. Quand nous parlons, allons-y concrètement. Parce que ce n'est pas un délai. Oui, quand nous parlons de l'État, je ne vais pas prendre des cas isolés. Nous parlons de l'État de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes fonctionnaires de l'État ou agents de l'État? Est-ce que par cette décision, ça a eu un impact sur les salaires? Mais ça n'a pas encore eu d'impact. Est-ce que ça a boosté la consommation pour que la croissance... Est-ce que ça a stabilisé les prix? Non. Donc, de ce côté-là, tout le monde, même les derniers des Congolais, sait que c'est une mauvaise décision que le gouverneur ait prise. Et je ne pense pas qu'il puisse exceller, c'est fort dommage. Il faut l'empêcher d'aller au-delà. Il ne peut pas se rendre célèbre dans des bourdes, dans des sophismes économiques. Non, je pense, quand je le suis, c'est quelqu'un quand même de structuré, qui doit vraiment prendre des décisions aussi qui soit rationnel. Mais s'il ne peut pas prendre lui-même, vous dites qu'il a tout un comité. Oui. C'est quoi? Ce comité-là, il réunit à son sein des experts à la matière, mais j'ai comme l'impression, soit qu'il n'écoute pas les experts, soit il veut faire de la propagande. Il est venu avec des idées préconçues, en quelque sorte, à ses propres idées. Non, par rapport à ce qui s'est... Donc il est venu avec un schéma. Un schéma qui veut appliquer. Non, c'est quoi l'économie au pays à ses lois et à ses règles. On ne peut pas faire des fétichismes économiques. Ce n'est pas très magique pour croire que non. Bon, je sais que dans ce pays, nous sommes un pays profondément religieux où on croit aux miracles et tout. Non, mais ce côté-là, on n'a pas forcément besoin de miracles. On a besoin d'un peu de rationalité, de que les gens soient assis pour que les choses aillent de l'avant. On ne peut pas toujours ramener tout à la prière. Je suis moi-même chrétien pratiquant. Pour vous, la prière est devenue un autre fétiche. Et ce n'est pas ça. Et il est là où il est. Il n'agit pas par lui-même, mais il agit au nom et pour le compte de l'ensemble du peuple congolais. Et il doit connaître qu'il n'est pas le premier gouverneur. Lui va passer. Il faut qu'il nous laisse de bonnes traces. De manière à ce que les autres, quand ils viendront, ils vont pérenniser. Mais sinon, s'il veut nous ramener encore vers le bas, je ne pense pas qu'il ait fait un mandat qui soit élogé. Oui, professeur Nico Meyonga, le gouvernement se félicite, la Banque centrale se félicite de cet emprunt européen du gouvernement congolais sur le marché européen des eurobonds de plus d'1 milliard. Vous trouvez que les marchés congolais s'ouvrent, le gouvernement se stabilise et se crédibilise?
Non, bon, les problèmes, vous savez, sur le marché. Je peux peut-être surprendre plus d'un. Moi, j'ai toujours dit, même à mes étudiants, qu'on s'enrichit avec l'argent des autres. Je n'ai jamais été contre l'emprunt ni la dette. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette dette? Parce que vous vous rappelez, quand nous sommes retrouvés dans les programmes initiatives PPT, c'est parce que la mauvaise utilisation de la dette. C'est-à-dire, si on a lancé l'eurobond, c'est pour l'eurobond, c'est pour les communs des mortels, qu'on peut appeler euro-obligation. C'est un emprunt à l'international. Ce n'est pas une mauvaise chose, bien que l'emprunt, quand on emprunte, il y a plus d'intérêts à payer. Mais pour que vous arriviez à bien rembourser les principaux et les intérêts, il faut une bonne gestion de la dette. Ce qui pose problème dans notre pays, c'est la gestion de la dette. Au point qu'on a mis dans la tête de nos enfants, et même nos petits-fils, que la dette est une mauvaise chose. Parce que quand on emprunte souvent, quand vous prenez le gros de l'emprunt, vous l'orientez dans la consommation, c'est fini. C'est que vous détruisez, vous vous préparez à la pauvreté. Mais quand vous prenez le gros de l'emprunt, vous l'orientez comme l'indique, c'est pour des projets de développement, ça aura un impact, un fait d'entraînement, et ça va générer, on rembourse. Mais quand on fait, vous vous rappelez, sous Maréchal Mobutu, l'histoire des éléphants blancs, vous-même vous êtes de la RDNC, qui est aussi un éléphant blanc, parce que ça a englouti beaucoup de moyens, mais que ça n'a généré peu. Donc, ce que nous voulons, j'ai dit, l'emprunt, d'ailleurs même parmi les sources de financement d'un budget, il y a l'emprunt. Parmi les sources de financement de développement. Oh, l'emprunt n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, qu'est-ce qu'on en fait de l'emprunt? Il ne faut pas emprunter pour consommer, il faut emprunter pour investir. Mais si réellement l'euro blanc va servir à l'investissement, ça aura des effets d'entraînement et ça, je ne suis pas contre ça. Donc, il faut surveiller l'utilisation de cette bien surveiller, parce que nous sommes caractérisés par la mauvaise gestion des finances publiques. On n'a pas une orthodoxie financière à la matière. Et c'est à ce niveau-là. Et d'ailleurs, nous sommes réputés comme parmi les 5 meilleurs pays les plus corrompus du monde. Donc, si on y met un peu de l'ordre de ce côté-là, si on maîtrise la gestion des finances publiques, l'emprunt, les rebonds, peut servir à quelque chose. Ce ne sera pas une charge pour nos arrière-petits-fils. Oui, mais si c'est pour faire des dépenses de prestige et de consommation, et nous sommes encore d'alourdir encore l'ardoise de l'héritage ou du passif que nous allons léguer à nos enfants, ce qui ne serait pas une bonne chose. Déjà, il faut noter que nous sommes à plus de 10 milliards de dettes à ce jour. Donc, si on y ajoute, comme j'ai pu comprendre que déjà quand on a lancé les robots, il y a au moins presque 5 milliards d'investisseurs qui ont souscrit. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, mais pourvu que cet argent soit bien encadré, soit orienté dans les projets de développement comme destinés. Comme l'ont dit ceux qui ont engagé cette opération. Et le ministre des Finances en est félicité. En fait, il faut qu'il arrête de se féliciter. Quand on se félicite soi-même, c'est qu'il y a un problème. Il faut laisser les gens vous féliciter. Mais quand le gouvernement passe à longueur de temps pour se féliciter, pour s'applaudir, non, il y a un problème. Donc il faut laisser. Mais il ne faut pas attendre que vous mouriez pour que les gens parlent de vous. Non. Quand les choses sont bonnes, elles sont bonnes. Mais quand vous-même vous commencez à donner des fleurs, à faire de l'autocélébration, là il y a un problème. Ça devient suspect. Laissez les gens vous apprécier. Mais quand vous dites que c'est bon, pendant que les fonctionnaires ne sont pas payés, pendant que les fonctionnaires, au lieu de 30 jours, ils ont 55 jours et tout ça, et vous félicitez que non, on fait bien le travail. Non, laissez aux Congolais, quand on est mandataire, on est redevable. Celui qui doit les féliciter, c'est le vaillant peuple congolais. Ils doivent arrêter, que ce soit le gouverneur, que ce soit le ministre des Finances, qu'il arrête de se féliciter, qu'il laisse le temps aux Congolais qui sont dans une précarité indescriptible, et le temps de voir ce qu'ils font comme les actes qu'ils posent, et que les Congolais eux-mêmes jugent des actes, mais qu'eux-mêmes ne se mettent pas en vedette pour juger de ce qu'ils posent comme actes.
Oui, professeur Nico Meyonga, vous êtes économiste, analyste, vous êtes bien dans votre domaine aujourd'hui. La RDC et la macroéconomie. En fait, notre pays doit se développer sur la macroéconomie ou bien sur la microéconomie qui est l'entrepreneuriat. Ouais, ok, très bien. Parce que là, ça paraît savant. Oui. Moi-même, j'assure les cours de macroéconomie, de microéconomie et même de conjoncture économique et financière. Non, l'économie est un tout, mais qui a 3 branches. Nous avons la macroéconomie, la microéconomie et la mésoéconomie que les gens n'en parlent pas très souvent. Mais il faut noter que c'est la macroéconomie et la microéconomie qui sont aujourd'hui érigées à disciplines autonomes et distinctes et qui sont enseignées à l'université. Mais la mésoéconomie, qui est une branche intermédiaire entre macro et microéconomie, n'est pas encore érigée en discipline autonome. La macroéconomie, le macro, c'est déjà grand. Oui. C'est-à-dire, c'est le fait de faire une analyse globale de l'économie sur l'ensemble du territoire national. Et c'est aussi le fait d'étudier les agrégats macroéconomiques d'un État. Ça, c'est la macroéconomie. Alors que la microéconomie, on fait l'étude ou l'analyse des comportements individuels des agents économiques sur les marchés concurrentiels, notamment les entrepreneurs et les ménages ou les consommateurs. Voilà. Parce que nous parlons de l'État. Oui. Donc, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire que non, le pays va se développer seulement avec les entrepreneurs. Mais pour qu'il y ait entrepreneuriat, il faut qu'il y ait l'accompagnement de l'État, il faut qu'il y ait un écosystème entrepreneurial. Et celui qui organise cet écosystème entrepreneurial, c'est l'État. Et ça doit se faire sur l'ensemble du territoire national. Et donc, il y a une dimension macroéconomique. Donc, on ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Donc, on a besoin d'idées et de la macroéconomie de manière générale, parce que les entrepreneurs doivent œuvrer dans un environnement incitatif, dans un environnement où il y a réellement une bonne tenue de l'économie, il y a le PIB, il y a la création de richesses et tout ça, parce que les entrepreneurs finissent, il faut qu'il y ait des consommateurs. Mais si on ne consomme pas, on va produire quoi? Mais pour qu'il y ait consommation, il faut qu'il y ait revenu. Voilà que la dimension macroéconomique intervient, parce qu'on ne peut pas faire de la microéconomie si on ne prend pas en compte la macroéconomie qui prend tout ce qui intéresse tous ces indicateurs économiques synthétiques sur les territoires nationaux, notamment les PIB, les revenus nationaux, les taux de chômage. Tout ça, dans un pays où le taux de chômage est à 80%, quel type d'entrepreneuriat vous allez engager? Parce que si déjà le gros de la population dans le chômage, c'est que le taux de la pauvreté est très élevé, et donc vous pouvez produire, même à bas prix, il n'y aura personne pour acheter. Donc ça se tient. La macro comme la micro vont de pair. On ne peut pas seulement privilégier la macro. Et non, d'ailleurs moi je pense qu'il faut d'abord la macroéconomie. Si la macroéconomie est bien organisée, ça peut créer, booster la microéconomie, parce que dans la microéconomie, nous avons les entrepreneurs, nous avons aussi les consommateurs. Mais pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des revenus. Mais quand il n'y a pas de revenus, comment on va consommer? Et pour qu'il y ait revenus, il faut qu'il y ait PIB, il faut qu'il y ait croissance économique. C'est parce que quand il y a croissance économique qu'on va améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs. Et quand on améliore le pouvoir d'achat des consommateurs, les consommateurs vont plus consommer. Et quand ils consomment, ça va générer les investissements, et c'est là qu'interviennent les entrepreneurs. Donc, organisons la macroéconomie qui est défaillante, et ça va susciter la microéconomie, et pour que les pays se développent. On ne peut pas seulement se pencher à la macroéconomie et ignorer la microéconomie, parce que même la Corée du Sud, l'exemple que j'ai toujours cité, c'est grâce à la microéconomie, grâce à l'entrepreneuriat, que la Corée du Sud aujourd'hui, qui, quand nous accédons à l'indépendance, pendant que nous avions $220 per capita, la Corée du Sud n'avait que $156. Aujourd'hui, un Sud-Coréen moyen a un revenu annuel de prix de $36 000, alors que nous nous contentons de $700. Donc, il y a un problème. Donc, parce que même la Corée du Sud, la macroéconomie était déjà bien structurée. Ainsi, on a boosté la microéconomie, on a boosté la consommation. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment, il y aura beaucoup de gens qui produisent. Parce qu'on ne peut pas produire s'il n'y a pas de consommateurs. Donc, pour vous, la macroéconomie doit apprécier. Donc, il faut d'abord que l'État joue son rôle
avant que les petits entrepreneurs, les citoyens trouvent l'occasion de faire des petits jeux. Mais sinon, si les individus seuls se démènent, c'est que la macroéconomie ne marche pas. Et il faut que l'État, d'abord, c'est l'État qui organise, parce qu'on semble toujours laisser la tâche à la production des richesses au privé. Non, il faut que l'État aussi intervienne. C'est vrai que dans notre pays, à la conférence nationale, on a opté pour l'économie sociale des marchés, c'est-à-dire on laisse faire les privés et que l'État, le principe de la subsidiarité intervient dans les endroits où les privés ne sont pas performants. Mais nous croyons, comme dans notre pays, l'État, l'économie n'est pas encore structurée. Le gros de l'économie se tient par les informels. Je crois qu'il faut organiser. Il faut que l'État organise d'abord et que maintenant les privés s'insèrent. L'État ne doit pas seulement être un État gestionnaire. Et il faut qu'il y ait un État aussi producteur. Et moi, je crois que l'État doit aussi créer des entreprises, ou doit encadrer et puis parce que, vous savez, dans ces pays, ce qu'on appelait le portefeuille de l'État, les entreprises publiques, mais malgré la réforme qui est intervenue en 2008, je suis au regret de vous dire que cette réforme n'a pas apporté grand-chose, parce que ces entreprises, jusqu'à ce jour, sont demeurées toujours des canards boités. Alors, il faut... Ils secoussent, comme le président disait, il ne faut pas autoriser aux individus d'aller tricher, voler partout. Il faut que les gens aussi deviennent honnêtes et sérieux. Tu ne peux pas venir, tu ne te déclares même pas et tu commences à exploiter de l'or et du diamant et pour dire que je suis en train de soigner 5-6 personnes. Non, le problème, c'est-à-dire, pour que l'État demande le sérieux au gouverneur, il doit être lui-même sérieux. Parce que c'est ça, l'exemple vient d'en haut. Pourquoi les individus se comportent de la manière? C'est parce que quand ils voient les acteurs institutionnels eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple, et donc dans un pays où il y a anarchie, dans un pays où on n'est pas tous soumis à l'autorité de l'État, on n'est pas soumis à l'autorité de la loi, donc c'est la gêne. Et c'est ce à quoi nous assistons. Je crois qu'il faut que l'État se réveille et l'État doit prêcher par l'exemple. Il faut qu'on voie réellement que l'État lui-même, ce qu'il dit, il fait, et pas ce qu'il dit. Quand les fossés deviennent très grands entre l'idéal que nous professons et la réalité que nous vivons, c'est ce que nous appelons antivaleurs. Donc il faut qu'on cesse avec les antivaleurs. Il faut que l'État prêche par des voies d'exemplarité. Ainsi, il aura le courage, parce que quelqu'un qui a des mains sales, trempées, ne peut pas mener une action, mais propre, pour demander à ce que les citoyens arrêtent la corruption et s'abstiennent de la corruption. Il faut que l'État lui-même, ou ses acteurs, quand je parle de l'État ici, je fais allusion aux acteurs de l'État eux-mêmes, s'abstiennent à la corruption, à tous les actes qui handicapent, qui plombent l'activité économique congolaise, parce que la criminalisation économique est à son comble et seul l'État peut arrêter cette criminalisation économique. Mais ça ne peut pas se limiter seulement à des discours. Il faut des actions réellement qui sont incarnées, qui sont faites par des véritables mandataires de l'État, des gens qui y ont la confiance de l'État. Et puis, je voulais peut-être oublier quelque chose. Les gouverneurs, quand ils parlent de ça, mais je crains fort qu'ils ne puissent consciemment ou inconsciemment nous mettre dans un pays avec des espaces monétaires différents. Parce que quand il applique l'autorité, alors que nous nous battons pour que nous puissions reconquérir d'abord une bonne partie du territoire entre les mains. Parce qu'à ce jour, il peut dire ça, mais les rebelles ou les agresseurs, ils ne vont pas suivre. Et là, nous risquons d'avoir cette théorie que moi je doute, ça ne va pas s'appliquer. Mais si d'aventure, il arrivait à aller jusqu'au bout, pendant que nous n'allons pas encore recouvrer totalité, donc nous aurons ici les francs congolais s'opèrent tant bien que mal, mais ailleurs les dollars, or là la souveraineté de l'État va en pâtir. Donc nous devons nous abstenir à tous les actes qui encouragent consciemment et inconsciemment la partition de l'État. Donc nous devons être très 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 prudents quand nous prenons des décisions. Heureusement que c'est encore un vrai, c'est un projet et je crois qu'il doit arrêter. Je crois que quand il va suivre cette émission, il va revenir à sa décision et laisser faire les choses normales. Donc pour vous,
que les choses évoluent lentement jusqu'à se stabiliser. Créer des conditions, c'est-à-dire la confiance, on ne l'impose pas. La confiance s'installe, c'est-à-dire on y adhère librement. On ne peut pas venir d'autorité que non, voilà, non, ça, non. Quand vous cassez et vous brisez l'élan, et ça va, nous retrouvons dans des conditions qu'on ne sera plus réparé. C'est que ces décisions, s'ils poursuivent ces décisions, qu'est-ce qu'on va arriver? Quand nous approchons de l'année prochaine, déjà au début de l'année prochaine, on va assister à ce que nous appelle la thésaurisation. Tous les opérateurs économiques et les ménages vont chercher à garder leurs dollars par devers. Oui, mais il a dit ouvrir les comptes. Non, il a dit ouvrir les comptes. Encore une décision, une autre. Quand il dit ça, c'est-à-dire il va fermer aussi tous les bureaux d'échange. Mais les bureaux d'échange doivent avoir des comptes en dollars. Il y a des comptes en dollars. Mais quand je vais au bureau d'échange, compte en dollars comment? Est-ce que nous allons ouvrir aussi des comptes des bureaux d'échange? Non, ça suffit. Quel est le rôle des bureaux d'échange? Donc il doit y réfléchir. Les bureaux d'échange vont exister, mais il faut que les bureaux d'échange, c'est une structure qui doit être organisée. Quel est le rôle des bureaux d'échange? Non, les bureaux d'échange, c'est une structure qui doit être organisée. Mais c'est déjà organisé parce que... Non, parce qu'il y a tous ces jeunes gens qui vendent de la... Je ne parle pas de gens, non. Donc, il y a des bureaux d'échange agréés par la Banque centrale. Mais ça va rester parce qu'ils obéissent aux règles. Et maintenant, comment... Mais quelqu'un va aller retirer son dollar parce qu'il en a là-bas. Les bureaux d'échange. Les bureaux d'échange. Moi, je vais avoir les bureaux d'échange à un compte dans une banque commerciale. Et là, il n'y a pas de problème. Si vous avez votre compte en dollars ou en francs, la Banque centrale n'interdit pas ça. Quel est le rôle? Non. Prenons, descendons sur terre. Les bureaux d'échange n'ont rien à voir avec les banques. Ce sont des gens auprès de qui je vais avoir la devise nationale ou la devise étrangère. Mais on n'a pas interdit, pourvu que ces bureaux d'échange soient en ordre. Non, il doit être en ordre avec la banque. La première des choses, faisons en sorte que les gens aient des comptes en banque. C'est ça non, j'arrive. Ayons des comptes en banque, en francs et en dollars. Laissez-moi. Et pour avoir des comptes en banque, quand vous réfléchissez, vous croyez que Kinshasa c'est la RDC? J'ai comme l'impression que depuis que vous avez quitté l'intérieur du pays, vous croyez que nous sommes dans la République de Kinshasa. Mais les gros de la population, c'est dans l'arrière-pays. Il n'y a pas de banque, ils vivent avec les francs congolais. Il a dit 80%. Vous ne pouvez envoyer quelqu'un à l'intérieur du pays. Mais envoyez-lui les francs. Envoyez-lui les francs, c'est fini. Donc, envoyez-lui les francs. Donc, c'est une étude, comme vous avez dit, c'est projeté en une année. Ce n'est pas une année. C'est-à-dire, le minimum pour qu'on arrive réellement à faire appliquer cette réforme, le minimum, c'est 5 ans. Donc il faut qu'on prenne 5 ans. 5 ans et créer des conditions à stimuler les gens d'abord à ouvrir des comptes à francs congolais et avoir des réserves à francs congolais. Créer la crédibilisation ou la confiance que nous, Congolais, surtout nous les souverainistes, que nous ayons confiance à notre devise nationale. En commençant d'abord par lui-même le gouverneur de la Banque centrale, je m'imagine, il doit commencer d'abord par avoir ses réserves en francs congolais. Et que si tant est qu'il a aussi des activités, il a des locataires, tout ça, qui demandent à des locataires de payer en francs congolais. Et que ce soit pour tout le monde, tous les acteurs institutionnels, qui à ce niveau-là déjà, qui nous montrent qu'ils ont... Parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on n'aime pas. J'ai comme l'impression qu'ils veulent protéger les francs congolais, qu'eux-mêmes ne veulent pas des francs congolais. C'est paradoxal. Donc ils doivent d'abord nous montrer qu'ils ont de l'amour pour la devise nationale, les francs congolais. Et puis, on va bien la protéger. Mais comment vous voulez protéger quelque chose que vous n'aimez pas? Ok, merci professeur Nico Meyonga. Aujourd'hui, vous étiez vraiment dans votre plein domaine et vous avez parlé avec beaucoup d'aisance. Merci d'avoir donné votre temps pour la République. Non, je vous remercie, sauf que je déplore encore une fois de plus. Vous laissez tout le temps, je n'ai rien contre la culture, moi-même je suis un homme de culture. Vous laissez des temps énormes pour la musique et le théâtre, mais le pays ne va pas se construire seulement par la musique et le théâtre. Le pays a besoin aussi des idées, donc laissez-nous le temps. Et quand il y a un débat comme celui-là, faites passer le micro à tous les experts dans la République, dans l'université, dans tous les pays du monde. C'est l'université qui vient à la rescousse de l'État, mais malheureusement dans notre pays, l'université qui devrait être l'endroit privilégié où les acteurs politiques et institutionnels doivent s'inspirer pour avoir des décisions qui
qui vont dans le sens d'améliorer la qualité de vie des concitoyens. Malheureusement, il y a une sorte de rupture entre l'université et la société qui devrait être le ferment de la société. L'université qui devrait être le ferment de la société ne semble pas jouer son rôle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gens qualifiés, il n'y a pas de profs qualifiés, mais c'est parce que l'État nous a mis dans des conditions, ne nous permet pas d'exercer réellement notre travail de réflexion, de proposition et d'analyse. Oui, professeur, comme on a déjà fini, alors est-ce que quand l'État prend une décision d'autorité pour la souveraineté économique, il faut toujours respecter le principe économique? Il faut respecter parce que sinon on est barbare. Mais l'État s'impose, il s'impose. Non, on n'est pas dans l'État. Et vous le suivez? Non, l'État ne s'impose. On n'est pas dans un état de police. Non, quand il est venu, il a dit j'utilise le franc congolais. J'écris le franc congolais. Je respecte beaucoup cet héros national, mais ce n'est pas un bon exemple. Et on est arrivé jusqu'à quel point? Non, on est dans un pays, je sais que la démocratie n'est pas totalement assise, mais au moins, nous sommes dans un processus. L'état des droits n'est pas totalement enraciné, mais on croit, moi je crois à l'état des droits, à l'avènement véritablement des droits, et où réellement des premiers citoyens, du président de la République jusqu'au dernier Congolais, que nous soyons tous sous l'autorité de la loi. Cet état-là, moi je le rêve de tous mes vœux et que je crois que ça va se réaliser. Mais commençons déjà. Il ne faut pas nous comporter comme si on était dans un état barbare, un état voyou. Non, je crois qu'il n'est pas question de s'imposer. Les règles, les principes, les théories sont émises, mais il faut savoir les appliquer. Leur opérationnalisation. Prendre une décision est une chose, la faire appliquer en est une autre. Et d'ailleurs, comme manager, ne prenez jamais de décision dont vous n'avez pas l'assurance de leur opérationnalisation. Sinon, c'est ridicule. Toujours les experts. Parce qu'ils croient qu'ils sont habitués avec quelques brebis galaises, même parmi dans la corporation professorale. Il y a c'est là qui croient qu'ils peuvent toujours changer de camp. Ils peuvent se mettre, ils se comportent en griot, caresser dans le sens pour les acteurs politiques. Et non, moi je pense que des lèche-bottes des Congolais, des acteurs politiques, non. Il y a des professeurs d'université vertébrés, vertueux, scientifiquement outillés, moralement calibrés, qui sont prêts à apporter de la solution à des problèmes de leur domaine de spécialisation. Et ça, il faut toujours en tenir compte. Et je crois qu'on ne gère pas l'État par soi-même, on gère l'État pour les autres. Et quand on est au sommet de l'État, il faut avoir l'âme de l'État et non l'état d'âme. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. C'est moi qui vous remercie. Ok. Le lobby est bien, presque 50 minutes. Donc c'est presque 2 émissions. Regardez déjà, surtout on prend 50.